Alors bonjour, Vincent Roquayrol, hypnothérapeute et praticien en thérapie brève. Je vous accueille ici dans mon cabinet en Suisse pour vous parler donc des thérapies de couple. C'est une thérapie que je pratique maintenant depuis quelque temps et qui permet en fait de pouvoir poser et de pouvoir guérir un certain nombre d'éléments qui peuvent bloquer la relation de couple ou bien entraîner des souffrances parfois terribles chez l'un ou l'autre des partenaires de vie. Alors, avant de parler de la thérapie de couple, on peut peut-être parler de l'amour, parce qu'on parle beaucoup d'amour, et puis sans vraiment, des fois, y mettre les bons mots. Et c'est très difficile d'y mettre les bons mots, tout simplement parce que notre langue française ne donne qu'un seul élément pour donner le mot amour. Et pourtant, il y a plein de formes d'amour. J'aime le tennis et j'aime ma femme, c'est le même mot, pourtant on n'est pas du tout sur la même présence d'amour dans la relation. Alors, pour cela, les Grecs avaient l'origine en fait de différents mots qui ont constitué la langue française a été beaucoup plus détaillée dans la langue grecque originelle, car il y a 8 façons de proposer le mot amour ou de décrire le mot amour. Déjà en anglais, il y a 2 éléments qui disent amour, donc like, c'est j'aime, et love, le mot amour pour l'amour de chair. Alors du coup, les Grecs utilisaient donc agapé qui était davantage l'amour pour l'autre, l'amour pour le partenaire de vie. Ils utilisaient Eros pour l'amour érotique, ce côté sexuel, l'amour de l'ordre sexuel. Le ludus, c'est l'amour pour le jeu, il s'est donné tout ce qui est ludique. Le mania, c'est le trouble obsessionnel, hein, les gens qui sont maniaques, et ça a donné toutes les formes de maniaco qu'on peut connaître aujourd'hui. La philia, c'est l'amour affectueux. L'amour, par exemple, pour tout ce qui est philia, quelque chose, aujourd'hui, ça a entraîné en fait cette espèce de vibration pour l'amour de la chose ou l'amour d'une activité. Le philkousia, c'est l'amour pour soi, c'est-à-dire mon amour propre, qui est aussi un amour essentiel à entretenir dans la relation de couple, et on y viendra plus tard. Le pragma, c'est l'amour qui se mûrit au travers du temps, on devient pragmatique et on commence à avoir de l'amour, c'est-à-dire une sorte de relation beaucoup plus apaisée avec quelque chose. Et le storge, qui est l'amour pour la filiation, qui a donné le mot progéniture. Il y a aussi un amour qui s'appelle xenia, qui est l'amour pour l'hospitalité, c'est l'amour et l'accueil de l'étranger qui vient chez soi. Alors on voit bien qu'il y a énormément de différentes possibilités d'exprimer amour dans la langue originelle ou une des langues originelles qui est le grec, et que ça s'est réuni en une seule chose qui est le mot amour. Alors ça peut paraître un petit peu un détail de parler de ça, mais pourtant ça n'en est pas, parce que mettre les bons mots sur les bons ressentis, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et très souvent en fait, dans les relations d'amour, eh bien, c'est une grande nébuleuse entre des sentiments très puissants et puis aussi des sentiments très puissants dans la souffrance qui se conjuguent et puis qui font en fait une sorte de bouleversement intérieur qui est très difficile à gérer. Et c'est pour ça que les passions et les différents éléments qui se passent entre le couple fait que du coup tout cela crée une forte tension intérieure ou un fort stress qui peut amener justement à vivre des choses difficiles comme la dépression ou le repli sur soi. Alors, la relation de couple, c'est aussi la plus vibrante parce que tout simplement, il y a les choses les plus intimes, déjà de l'ordre sexuel, et puis il y a aussi tout l'investissement personnel que l'on peut mettre dans le couple qui fait qu'on a toujours en attente, qu'on le veuille ou pas, d'un sentiment de reconnaissance ou d'un sentiment de retour de l'autre. Et lorsqu'on ne le palpe pas, lorsqu'on ne le sent pas, eh bien, il peut arriver donc sur une crise, cela peut déboucher sur une crise de couple. Mais il y a toujours ce besoin central d'être aimé et reconnu par l'autre, qui crée justement cette non-sensation de ce retour parfois et qui crée justement cette tension à l'intérieur du couple. La relation de couple, elle peut être bien sûr multifacette, c'est-à-dire qu'il y a une relation donc entre le couple, la relation conjugale, mais il y a aussi une relation familiale parfois avec les enfants. Qui crée en fait d'autres facettes de la personne, c'est-à-dire qu'il y a le père et en même temps le conjoint, le mari,
et il y a la mère et en même temps la conjointe et l'épouse. Donc ces différentes facettes doivent aussi se réorganiser d'une certaine manière et trouver leur place chacune à hauteur d'équilibre. Et ça aussi c'est un enjeu et un défi très très difficile et très important pour les différents couples qui traversent du coup un changement par exemple de vie qui passe de couple à famille, qui est une étape bien sûr très très importante dans la vie de couple, qui peut l'être en tous les cas pour certaines personnes. C'est difficile du coup parce que notre mental qui va donc essayer d'analyser tous ces éléments-là, plus ou moins consciemment, va essayer de développer un certain nombre de stratégies pour éviter la souffrance. Alors parfois, eh bien, ça peut amener à du coup à un sentiment d'être rejeté ou abandonné, parce que du coup, toutes ces stratégies de vouloir faire au travers donc de certaines actions d'investissement dans le foyer ou de non-investissement dans le foyer, le fait par exemple de l'importance du travail ou de la profession par rapport à l'équilibre familial, fait que du coup chacun va développer sa propre stratégie pour faire avancer du coup selon son image le bonheur du couple ou de la famille. Et du coup, bien, j'ai déjà rencontré des personnes qui travaillaient énormément et c'était pour elles une façon de montrer à quel point ils aimaient leur famille. Et bien sûr, de l'autre côté, eh bien, c'était pas du tout perçu de cette manière-là, c'était perçu comme un désir de la personne de les exclure parce qu'elle pensait qu'elle ne les aimait pas. Donc du coup, on voit bien qu'il y a différentes stratégies avec différents moyens d'aller vers ce même objectif qui est le bonheur pour tout le monde, mais bien sûr, ces stratégies ne se croisent pas et ça active des blessures, bien souvent le rejet ou l'abandon chez des membres d'une famille ou des membres d'un couple. Alors, le couple, c'est aussi un élément extrêmement puissant pour grandir et se comprendre soi. Parce que forcément, l'autre est le miroir de soi-même. Et l'objectif est dans la thérapie de couple est justement d'aller voir ce qui résonne en moi au travers du partenaire pour que je puisse, eh bien, moi, prendre conscience de mes propres blessures, de mes propres peurs pour pouvoir les dépasser. Alors c'est un formidable, formidable élément de croissance personnelle, de développement personnel, de connaissance de soi, ou certains diront de conscience de soi, pour justement arriver à dépasser un certain nombre de schémas que j'ai pu certainement avoir bien avant la relation de couple et qui s'activent à ce moment-là. Donc, pourquoi faire une thérapie de couple? Eh bien, justement parce que nous héritons de notre schéma passé, de notre histoire. Chacun des protagonistes du couple vient avec son propre sac à dos rempli donc de fleurs, mais aussi de pierres. Et du coup, cet héritage que l'on a reçu de nos parents, et eux-mêmes l'ont reçu de leurs parents, etc., amène en fait deux systèmes familiaux à se rencontrer en un moment. Et ces systèmes familiaux originels, donc celui d'où l'on vient, eh bien, sont très très forts dans le lien au travers notamment de certaines loyautés. Parce que tout simplement, nos parents ont été des éducateurs, des mentors, parfois même des idoles, ou bien des contre-repères. C'est-à-dire que certaines personnes ont pu se construire à l'opposé d'eux, et ça crée justement une relation difficile parfois à l'autorité, ce qui fait qu'on croit en étant parfois rebelle ou en étant contre quelque chose, que l'on se libère de cet objet-là, et pourtant en fait on reproduit une sorte de piège. Donc quelle qu'ait été la relation avec nos parents, nous sommes toujours obligés de nous positionner par rapport à cet héritage reçu. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, il y a simplement en fait à analyser et à poser les héritages reçus qui font qu'on peut à ce moment-là essayer au maximum de s'en détacher pour pouvoir justement retrouver de la liberté. Et donc chacun des participants a reçu ces héritages, ces loyautés. Et au travers de la thérapie de couple, les constellations familiales, par exemple, sont un excellent moyen de détecter ces loyautés au travers de plusieurs principes que les constellations familiales mettent en lumière extrêmement brillamment. Le principe de l'équilibre, il y a toujours une forme d'équilibre dans tous les systèmes, et s'il y a un déséquilibre qui se produit chez l'un des membres du système, eh bien, les autres parties du système doivent rééquilibrer cela d'une manière consciente ou inconsciente. Il y a un principe de hiérarchie qui est aussi très très puissant dans la systémique familiale,
avec justement lorsqu'il est déjoué ou lorsqu'il est transgressé de manière de nouveau consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire, eh bien il y a une forte tension qui peut s'émaner de la personne qui le vit, voire une très très grande culpabilité. Et il y a aussi le désir très fort d'appartenance au groupe, parce que depuis la nuit des temps, nous essayons d'appartenir à notre clan, à notre famille, de toutes les manières possibles et inimaginables. Alors tout cela, c'est très important de l'identifier au travers de la thérapie de couple pour pouvoir en fait poser eh bien, quels sont les enjeux, quels sont les éléments qui sont dans l'arrière-plan, au-delà de l'aspect dispute ou schéma répétitif qui bien sûr est amené en première ligne lorsque les personnes viennent me voir ici au cabinet, mais plutôt voir qu'est-ce qui se passe dans l'arrière-boutique, dans l'intérieur de chacune des personnes pour que on puisse travailler sur les bons leviers et les bons moteurs pour s'apaiser. Alors, le deuxième élément qui fait que on vient faire une thérapie de couple, c'est parce que la vie aussi est chaotique. C'est-à-dire qu'il y a donc, comme je vous ai dit, ces éléments intérieurs, donc avec ces schémas familiaux, et il y a aussi les éléments extérieurs. Des problèmes financiers, des maladies qui peuvent survenir, des recompositions familiales aujourd'hui qui sont extrêmement importantes, des deuils, un passage à la retraite. Tout cela, en fait, des changements profonds dans la vie de chaque personne peut, par le jeu justement des équilibres, créer en fait une sorte de déséquilibre à l'intérieur du couple, à l'intérieur du système. Et donc, du coup, amener à vivre des choses plus difficiles à un moment donné. Et là, il y a peut-être besoin de poser et d'apaiser un certain nombre d'éléments au travers d'une thérapie de couple. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir comment est-ce que le mot crise est vécu et même pensé par les Chinois. Les Chinois ont deux idéogrammes, ils fonctionnent par idées, c'est-à-dire qu'un mot est composé de plusieurs idées. Et le mot crise pour eux est formé de deux grandes idées. La première idée, c'est donc le danger, parce que bien sûr tout le monde comprend. Et le deuxième élément, c'est le mot opportunité. Et cet aspect-là, dans notre approche occidentale, est beaucoup moins valorisé. Et pourtant, c'est tout à fait fondamental, parce que dans chaque crise, il y a une opportunité de gagner quelque chose, d'aller de l'avant, de s'apaiser, d'avoir plus conscience de soi, d'avoir plus conscience de l'autre, et donc de réenchanter quelque chose au bout du compte à l'intérieur du couple. Mais pour ça, il faut se poser les bonnes questions et aller surtout dans le bon sens et dépasser cette souffrance parfois que l'on peut vivre au quotidien. Et c'est ça tout le travail du thérapeute, c'est d'amener les personnes à comprendre et à dépasser un certain nombre de souffrances pour aller toucher les bons leviers, les bons schémas, pour pouvoir du coup s'en libérer et éventuellement réenchanter quelque chose derrière à l'intérieur du couple, à l'intérieur de chaque personne d'abord et à l'intérieur du couple ensuite. Alors pour qui est-ce que les thérapies de couple s'adressent? Je vais dire pour tout le monde. Du moment qu'on soit jeune ou peut-être même âgé, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de façon ou de personne à privilégier ou une autre. Dès qu'on en ressent le besoin, dès qu'on a envie de s'investir dans une relation, dès qu'on a envie de voir en fait ce qui se présente à un certain niveau, la thérapie de couple peut être un élément extrêmement productif et un élément très important dans le parcours de vie du couple. Parce que, comme je vous ai dit, il y a des mécanismes de protection qui se manifestent chez chacune des personnes du couple. Et il y a bien 3 entités à l'intérieur d'une thérapie de couple. C'est-à-dire il y a la première personne, on va dire moi, la deuxième qui est l'autre, et la troisième qui est le couple. Et cette troisième entité est aussi une autre entité que les deux personnes. Donc c'est extrêmement important de travailler sur les 3 entités en même temps, c'est-à-dire le moi, l'autre et le couple. Parce que ces 3 éléments-là sont interconnectés et réagissent ensemble, justement, soit au travers de mécanismes de défense, soit au travers des blessures ou des peurs qui s'activent donc à l'intérieur de ce triangle et qui fait que ça peut être une relation difficile ou au contraire une relation plutôt facile à vivre. Bien sûr, il faut que les 2 personnes soient parfaitement d'accord pour faire la thérapie de couple. Ça ne peut pas fonctionner
si une des deux personnes refuse d'entrer dans cette démarche. Ça, c'est extrêmement important. Alors, comment se déroulent les séances? Eh bien, tout simplement, on va faire un travail commun, c'est-à-dire les deux personnes vont venir pour pratiquer donc la thérapie de couple en séance, et puis on va poser dans un premier temps l'ensemble des schémas qui sont, comme je vous ai dit, en fond derrière en fait les différentes problématiques quotidiennes. Mais le fait d'exprimer les problématiques quotidiennes vont tout de suite mettre en lumière un certain nombre de blessures ou un certain nombre de peurs qui sont inhérentes auprès de chacune des personnes. Parfois également, il peut s'agir de croyances que chacun a établies justement dans son système premier, et ce sont parfois des croyances limitantes qu'il s'agit aussi de nettoyer. Mais la première séance est donc un aspect extrêmement important car elle permet de poser les bases et donc les objectifs de la thérapie de couple. Et au travers donc de ces différents éléments ainsi que des différents objectifs, eh bien, on va pouvoir travailler dans un second temps avec chaque personne pour généralement 3 ou 4 séances pour pouvoir travailler soi-même sur ses propres blessures ou ses propres croyances. Et donc faire un travail parallèle avec chacun des conjoints pour justement libérer la parole dans un cadre plus intimiste ou plus individuel. Et ce travail en parallèle, c'est-à-dire en même temps, sur les mêmes semaines, mais sur des créneaux différents et avec des séances individuelles, fait que du coup, il y a un apaisement qui se présente dans chacun des participants, qui fait que l'apaisement, au fur et à mesure du temps, amène à un apaisement de la troisième entité qui est l'apaisement du couple. Et là, eh bien, généralement, les premiers résultats commencent à arriver. Et au bout de la troisième ou quatrième séance individuelle, eh bien, on fait un point pour connaître l'état d'avancement du couple, de la relation, et s'il y a d'autres éléments, soit qui sont apparus parce que du coup, le fait de des fois apaiser un certain nombre de choses fait apparaître d'autres choses, soit eh bien continuer si bien sûr les participants en ont envie et en ressentent surtout le besoin de continuer la thérapie de couple s'il y a des choses à approfondir ou des choses à apaiser. Donc, si vous voulez, ça se passe sur généralement 6 séances, entre 5 et 6 séances, c'est-à-dire la première qui est donc une séance à 2, ensuite un travail individuel sur 3 ou 4 séances, et on revient sur une séance à 2 pour justement faire le point et voir comment la troisième entité, qui est l'entité couple, a évolué et comment est-ce qu'elle se porte aujourd'hui au travers du travail individuel qui a été fait donc par les deux personnes. Voilà, les techniques du coup que j'utilise, donc ce sont des techniques de thérapie dites brèves, avec donc de l'hypnose, des constellations familiales qui sont beaucoup utilisées. Donc il y a des constellations familiales que j'utilise ici en cabinet à titre individuel, parce que souvent on pense aux constellations familiales de groupe, mais on peut éventuellement et de toute façon très puissante utiliser aussi les constellations familiales ici en cabinet, en individuel. Il y a aussi des formes de PNL et également parfois des techniques pour libérer des traumatismes ou des émotions trop fortes qui sont des fois des blocages au fait d'aller un peu plus loin à la rencontre de l'autre, parce qu'il y a quelquefois des traumatismes antérieurs qui paralysent l'avancée du couple, parce qu'un des deux partenaires est donc comme coincé, comme retenu dans ce traumatisme, qui fait qu'il n'arrive pas à s'investir totalement à l'intérieur du couple. Et ça, c'est également important de le libérer avec la personne pour qu'elle puisse pleinement et librement s'investir dans la relation de couple en nettoyant du coup sa propre histoire. Alors je vous remercie beaucoup pour l'écoute de cette vidéo et je vous dis à bientôt donc dans mon cabinet à Delémont. Si toutefois vous avez envie d'en savoir davantage donc sur les thérapies de couple, je vous invite à visiter mon site internet, donc atma-hypnose.ch, et je vous invite également à visiter l'ensemble des techniques que je propose, les thérapies brèves. Et vous pouvez aussi télécharger un guide d'auto-hypnose si vous voulez donc tester ça chez vous de manière totalement gratuite et libre. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous en avez envie pour connaître bien les différentes techniques que je propose ainsi que les différentes interviews que je peux réaliser
au fil du temps. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.